Bonjour, bienvenue, c'est la matinale du Monde du Chiffre. Au programme de ce numéro, comment réussir la cession de son cabinet d'expertise comptable. On parlera également de l'acquisition d'Ubiconseil par SBA Compta. Et enfin, on parlera du télétravail. Est-ce que le télétravail survivra à l'après-Covid? On commence tout de suite cette matinale avec Jean-Baptiste Barcy, avocat associé chez Upulsa, avec qui on va parler de réussir la cession de son cabinet d'expertise comptable. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les étapes préparatoires à cette cession d'un cabinet d'expertise comptable? Une cession de cabinet d'expertise comptable, ça se prépare longtemps à l'avance, plusieurs années, parce qu'il faut déjà avoir une idée de combien vaut son cabinet. Les fourchettes, elles vont de 0,8 à 1,2, c'est un multiple du chiffre d'affaires retraité, et elles dépendent de la qualité de la clientèle, de sa récurrence, de la qualité des équipes, des process mis en place pour que la transmission se passe bien. C'est ce qu'un acquéreur va regarder en premier. Après, il va falloir présenter une situation de qualité du cabinet, autant au niveau financier qu'au niveau qu'il n'y ait pas de litige, qu'il y ait une bonne gestion, que les logiciels utilisés soient modernes et efficients. Et troisièmement, il va y avoir les points annexes auxquels il va falloir réfléchir dès le début de est-ce qu'il y a des points litigieux sur la garantie de passif qui risquent de se poser, est-ce qu'on est propriétaire par exemple de l'immobilier et est-ce qu'on veut le vendre en même temps ou est-ce qu'on veut rester propriétaire, est-ce qu'on veut céder l'intégralité de la clientèle, du fonds libéral ou est-ce qu'on veut au contraire pouvoir garder une activité allégée. Tous ces points-là vont devoir être préparés avant la cession. Alors, quelles sont les principales étapes de la cession? Alors, tout d'abord, on va constituer un dossier de présentation de son cabinet qui va reprendre les principes généraux et notamment les points financiers importants de la structure. On le fait souvent en partenariat avec un intermédiaire en transaction. Ce dossier va être présenté à différents acquéreurs et une discussion va commencer avec différents acquéreurs et plus on en aura, plus on aura de choix, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, on va devoir choisir un acquéreur et rentrer en exclusivité avec lui en signant avec lui une lettre d'intention. Dans la lettre d'intention, on couchera les principaux termes de l'acquisition qui guideront ensuite toute la rédaction contractuelle. Ce document, il permettra d'entrer en exclusivité et de permettre des audits plus approfondis sur la structure avec l'acquéreur. Ensuite, on va pouvoir, s'il y a un besoin de financement bancaire, ce qui est en général le cas, rédiger un protocole de cession avec conditions suspensives de financement, qui sera en général rédigé par les avocats et qui permettra d'annexer l'ensemble de la documentation contractuelle qui, une fois que les conditions suspensives seront levées, pourront matérialiser la cession. Quelles sont les bonnes pratiques pour ce type d'opération? Les particularités des cabinets d'expertise comptable, c'est souvent leur clientèle qui est très institut personnel et qui est liée à leur fondateur. Donc la difficulté et ce qu'il va falloir réussir à mettre en place, c'est sa bonne transmission. Sa bonne transmission, elle va passer notamment par l'accompagnement que le vendeur va offrir après la cession. Elle peut durer plusieurs années ou plusieurs mois, ça dépend des acquéreurs. Les grands groupes ont tendance à privilégier des sessions longues avec plusieurs années, 2-3 ans. Les plus petits cabinets d'expertise comptable acquéreurs ont tendance plutôt à vouloir mettre vite en place leur process et à prévoir un accompagnement plus court, donc moins rémunéré aussi pour le vendeur. Donc le vendeur va devoir savoir ce qu'il veut aussi par rapport à ça. Après, il y a la non-concurrence qui a la particularité dans ce type d'opération d'être rarement absolue. Le vendeur veut souvent garder une activité allégée liée à l'institut personnel qu'il a avec certains clients ou avec certaines activités. Par exemple, l'audit est moins consommateur en main-d'œuvre, peut plus facilement s'appliquer sur un expert comptable proche de la retraite qui a moins besoin d'une structure établie pour l'épauler. Donc certains types d'activités pourront vouloir être gardés par le vendeur. Et enfin, la garantie de passif et notamment la question des recouvrements de créances qui sont comptabilisées vont pouvoir donner lieu à des litiges si elles ne sont pas payées. Donc ce point-là va devoir être bien encadré et faire preuve de vigilance pour éviter les litiges qui pourraient intervenir. Jean-Baptiste Barcy, merci d'être passé sur le plateau de la matinale.
On poursuit dans cette matinale du monde du chiffre avec Mathilde Legal, secrétaire générale de SBA Compta, avec qui on va parler de l'acquisition d'Ubiconseil par SBA Compta. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, pourquoi vous avez choisi d'acquérir Ubiconseil ? Alors, en fait, on a deux modèles extrêmement complémentaires. Le modèle SBA Compta, il s'appuie d'une part sur des innovations technologiques et d'autre part sur des conseils à forte valeur ajoutée de nos business coachs. Donc on a cette double réponse aux besoins de nos clients et on a vu directement une complémentarité avec le réseau Ubiconseil, notamment via le réseau d'espace 100% entrepreneurs qui est implanté dans le Grand Ouest dans 4 villes différentes. Et ce réseau, ça nous donne en fait une implantation nationale. Donc on a vraiment une évolution de la stratégie pour arriver sur une stratégie cross-canal, ce qui est assez nouveau finalement pour nous. Et l'ensemble, en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires, ça donne quoi ? Alors aujourd'hui, on est à peu près plus de 100 talents, avec des profils très variés, puisqu'on a des profils comptables, juridiques, sociaux, mais aussi des équipes commerciales, marketing, des développeurs. En termes de chiffre d'affaires, alors on est en exercice décalé, mais on sera un chiffre d'affaires pro forma de 10 millions d'euros au 30 juin 2021. Et on aura le plaisir d'accompagner près de 2700 entrepreneurs. Oui, donc un bel ensemble. Voilà, c'est ça. Quelles sont les perspectives de développement offertes par cette acquisition ? Alors, elles sont très nombreuses. Déjà, ça nous permet d'engager une nouvelle étape de croissance. Et de structurer en fait notre groupe avec notamment un renforcement de la gouvernance par le biais de l'introduction de 2 nouveaux experts comptables associés. Ça nous permet évidemment de continuer à développer notre réseau d'implantation locale, d'étoffer notre offre de mission pour nos clientes et clients. Et puis c'est surtout une modalité d'accélération en fait de notre modèle. Et ce modèle, il apporte 2 réponses opérationnelles, donc d'une part aux besoins des clients, comme je viens de vous le présenter, mais également en interne aux besoins des cabinets, puisqu'on a des fonctions support qui sont extrêmement structurées et qui sont très performantes. Et puis on a aussi les apports de tous les outils digitaux qui vont fluidifier les échanges avec les clients, qui vont permettre de simplifier la récupération des flux d'informations, et puis qui vont permettre d'automatiser la saisie comptable. Est-ce qu'il y a d'autres projets de développement que vous poursuivez ? Oui, bien sûr. Déjà, on continue notre croissance organique, puisqu'on a la chance que chaque mois, il y ait de plus en plus de chefs d'entreprise qui fassent confiance à notre modèle. Et puis, on a aussi des projets d'acquisition. On continue notre politique d'acquisition très ciblée. D'ailleurs, sans trop vendre la mèche, on a une acquisition en cours qui devrait se terminer à l'été 2021. Et puis, on a récemment levé 4 millions d'euros pour poursuivre notre développement et on a d'autres discussions en cours. Donc j'espère que je pourrai bientôt vous apporter d'autres bonnes nouvelles. Eh bien, on va suivre ça de très près. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre. On va parler du télétravail. Est-ce qu'il survivra à l'après-Covid ? On en parle tout de suite avec Christophe Platé, CEO du cabinet de conseil en management Lundano. Christophe, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quel bilan faites-vous après 1 an de télétravail ? Déjà, un premier bilan simple, c'est qu'il s'est installé dans le paysage, de façon très très massive, très brutale pour beaucoup d'entreprises. Donc il est là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est là avec des débats, c'est-à-dire les pros, les antis, souvent d'ailleurs le tout ou rien, c'est les très très pros, les très très anti. Je trouve qu'il s'est installé vite et bien, au sens où les entreprises ont su faire, ont su réagir et s'adapter très rapidement. Et on voit que là aussi, ça c'est le signe je pense, d'une assez grande maturité, c'est-à-dire que les bonnes questions, les grandes questions de fond, elles sont arrivées assez rapidement aussi, c'est-à-dire les difficultés pour un certain nombre de personnes à travailler à distance, les effets de productivité. Il y a une étude qui est sortie récemment qui semble montrer que dans un certain nombre de cas, ça augmente la productivité. À prendre aussi avec des pincettes, mais en tout cas, ça amène les bons sujets sur ce qui pourrait ressembler quand même à une aspiration, en tout cas c'est une conviction qu'on a nous, une aspiration d'un certain nombre de générations. Donc voilà, il est là, il s'est installé, et maintenant il faut voir comment est-ce qu'éventuellement il dure.
Alors justement, est-ce qu'il y a des freins psychologiques au développement du télétravail malgré tout? Alors, il y en a, oui, il y en a beaucoup, enfin, il y en a de divers types. Bon, il y a clairement, je le disais à l'instant, une vraie problématique pour certaines, voilà, certaines personnes, difficulté à installer le télétravail dans l'environnement familial, pas de bonnes conditions de réalisation. Donc ça, pour moi, c'est le premier. Alors, il n'est pas très psychologique, il est même, enfin, il est à la limite du physique et du psychologique, mais il est prégnant, il est là. Après, j'aurais envie de dire c'est plus anecdotique, plus anecdotique, mais je crains que ça ne le soit pas. C'est qu'il y a des vrais freins au niveau de certains dirigeants qui considèrent, y compris dans des très grandes entreprises, que télétravail, ben, en fait, on ne travaille pas. On est dans sa maison secondaire ou on est dans un autre endroit et puis finalement, ben, on ne fait rien ou on ne le fait pas bien, etc., etc. Ce qui me paraît être un débat un peu simpliste, mais néanmoins, il est là. Hein, et on voit des organisations, et pas des moindres, pour lesquelles il y a des injonctions qui viennent d'assez haut dans le management sur le fait de limiter fortement le télétravail. Puis après, dernier point, sur les managers, pour les managers au sens large, c'est un vrai défi. Parce que piloter des équipes, quand on est habitué à le faire en présentiel, et les piloter quand une partie est en télétravail, c'est pas du tout intuitif, c'est pas du tout simple, et ça, c'est un vrai frein auquel il va falloir s'attaquer. Alors, est-ce que vous pensez que malgré tout ça, le télétravail, est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que ça va survivre à cette crise? Moi, j'en suis convaincu, mais c'est un avis, une conviction, un avis personnel. J'en suis convaincu. Alors, qu'est-ce qui va un petit peu dans ce sens-là? D'abord, aujourd'hui, multiplication d'accords de télétravail. Hein. On en voit beaucoup qui se développent dans beaucoup d'entreprises, petites, grandes, moyennes. Donc, des accords qui tournent, alors bien sûr, presque toujours sur la base du volontariat, si ce n'est toujours. On tourne beaucoup à 1 jour, 2 jours de télétravail par semaine, donc un équilibre ou un déséquilibre quand même dans le sens du présentiel, ce qui me paraît être bien aussi, hein, parce que c'est la nécessaire reconfiguration, reconstitution du lien social en entreprise. Donc il y a des signaux de ce type-là, il y a des vraies aspirations sur les jeunes générations, celles et ceux qui construisent aussi une famille, une vie sociale et qui aspirent à un équilibre différent. Donc moi je suis assez convaincu qu'il s'installe. On risque d'avoir très probablement un effet un petit peu inverse où, dans les mois qui viennent, quand on aura la perspective de réouverture et de déconfinement, où les gens sans doute naturellement iront assez massivement vers l'entreprise. Mais je pense qu'on reviendra ensuite à quelque chose, à un point d'équilibre ou de déséquilibre, on verra 1 ou 2 jours, qui s'installera dans la durée. Ça prendra du temps. Il faut s'attaquer à beaucoup de sujets. Il faut s'attaquer au droit du travail. Alors aujourd'hui, c'est inscrit dans les accords d'entreprise, mais il faudra probablement réformer d'autres choses en termes de droit du travail. Et puis pour que, on disait tout à l'heure, les managers aussi apprennent à travailler et à piloter avec le télétravail. Christophe, merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de la matinale du Monde du Chiffre.